décolonisation, le Vietnam. Épisode 14, la solution Bao Dai de Pignon. Bonjour. La semaine dernière, on s'est quitté en fin 1948 devant deux impasses et une menace. Impasse militaire, car le gouvernement de Ho Chi Minh n'a bien sûr pas les moyens de contrôler le pays, mais il réussit à imposer au corps expéditionnaire français une guérilla de plus en plus meurtrière. Impasse politique aussi, car d'un côté, la République démocratique du Vietnam, la RDVN, n'est toujours pas reconnue à l'extérieur du pays. De l'autre côté, la France, en refusant de ratifier l'accord de la baie d'Along, a mis les nationalistes non communistes dans un beau pétrin. Bao Dai refuse donc de rentrer au pays sans une vraie indépendance et laisse le gouvernement du général Xuan se décrédibiliser chaque jour un peu plus. Tout cela fait l'affaire de la RDVN qui voit son assise populaire s'étendre et ses effectifs militaires monter en flèche. La menace, pour la France et les nationalistes vietnamiens non marxistes, c'est qu'une victoire communiste se dessine en Chine qui risque de booster encore plus les chances du gouvernement de la RDVN. Il leur faut donc faire bouger les lignes pour sortir de l'impasse. Prenons l'ex-roi Bao Dai, qui sera le fil conducteur de l'épisode d'aujourd'hui. Bao Dai est un observateur avisé de la scène politique internationale et il mesure toute la portée de la progression communiste en Chine. Il comprend notamment que les Français sont maintenant pressés d'arriver à un accord politique et la France est plus encline à accéder aux demandes d'indépendance et d'unification de Bao Dai. Il sait aussi que son obstination à exiger l'indépendance totale est mal comprise des hommes politiques français qui le qualifient d'empereur des casinos et des boîtes de nuit. Le risque pour Bao Dai, c'est que la France se détourne de lui et opte pour d'autres solutions comme une réactivation, par exemple, de la République de Cochinchine. Et c'est la raison pour laquelle Bao Dai décide de sauter le pas en faisant le pari suivant sur les Américains. Il parie que, pour contenir la Chine communiste, l'administration Truman soutiendrait encore plus la France en Indochine, mais en y mettant une condition, à savoir que l'entité à sauver du communisme au Vietnam ne soit pas une colonie, mais une nation indépendante avec à sa tête un souverain nationaliste et populaire. Suivez mon regard. Mais ce pari ne sera pas gagnant pour Bao Dai. La faute principalement au haut commissaire français en Indochine, Léon Pignon. Et pour parler de Pignon, je vais faire fond ici sur les travaux de Christopher Gauchat, historien, auteur en 2016, entre autres, d'une histoire moderne du Vietnam qui fait référence. Pour Gauchat, Léon Pignon, en poste dans l'administration coloniale depuis les années 30, est le cerveau de la solution Bao Dai d'après-guerre. C'est un héritier des gouverneurs généraux d'avant-guerre, les Sao Pasquier, et il veut obtenir de Bao Dai exactement la même chose que ses prédécesseurs. Et c'est le premier volet de la solution Bao Dai qu'il trouve. Léon Pignon veut instrumentaliser la monarchie pour étouffer le nationalisme vietnamien, communiste ou non communiste. Pignon est par exemple persuadé que Bao Dai n'avait pas abdiqué de son plein gré
en 1945 et que la France peut le récupérer. Il pense donc que Bảo Đại peut encore être le symbole vivant de la collaboration franco-vietnamienne. Pignon veut faire de lui la figure royale qui permettrait de rallier les masses paysannes à la France, mais aussi l'instrument administratif qui permettrait de gouverner indirectement le pays. Et il fait de même aussi au Cambodge, où le jeune roi Norodom Sihanouk a déjà rallié les Français en 1946. Quant à son homologue laotien, Sisavangvong, c'est un fidèle aussi. Mais le Vietnam est bien sûr la cheville ouvrière du plan, d'où l'exigence que Bảo Đại revienne immédiatement au Vietnam et prenne la tête de l'État associé du Vietnam en échange de la réunification des trois Qui. Réunification des trois Qui, me dites-vous? Eh oui, c'est le deuxième volet de la solution Pignon. Il abandonne le cadre des 5 colonies, Tonkin, Annam, Cochinchine, Laos, Cambodge, au profit de la création de 3 États associés de l'Indochine confiés au roi dont on a parlé. Le Vietnam à Bảo Đại, le Laos à Sisavangvong et le Cambodge à Norodom Sihanouk. Ce faisant, la France accepte de mettre fin au statut de la Cochinchine et entérine sa réunification avec les protectorats d'Annam et du Tonkin. Le principe d'unification des 3 Qui, c'est-à-dire des 3 pays vietnamiens, ce rêve si cher au nationalisme vietnamien, est acté. Et c'est donc là la concession faite à Bảo Đại et aux nationalistes de la troisième voie. Associé au Laos et au Cambodge, le Vietnam est ainsi intégré à l'Union française dirigée par Paris. Les 3 États doivent accepter que la France joue le rôle du 4e membre, ayant la responsabilité, à titre de dirigeant de l'Union, des relations entre ces 3 États, mais aussi de la défense et des affaires étrangères. C'est ce qu'on a appelé le quadripartisme, terme introduit dans le nouveau vocabulaire légal par l'équipe de Pignon. Enfin, pour arriver à ses fins, et c'est le 3e volet de la solution Pignon, Pignon fait aussi une très bonne analyse de la situation internationale. Il avait vu de mauvais œil l'Angleterre accorder l'indépendance à l'Inde en 1947. Il avait vu aussi de mauvais œil les États-Unis en faire de même aux Philippines en 1946. Il suit également avec appréhension les pressions exercées par les États-Unis et les Nations Unies sur les Hollandais pour qu'ils se retirent d'Indonésie. Cependant, Pignon comprend que la montée du communisme en Chine, mais aussi en Europe, peut l'aider à éviter que les Américains poussent la France à accorder l'indépendance au Vietnam. Il persuade donc les Américains de soutenir l'action française en Indochine et de considérer ce soutien comme un volet des efforts de Washington pour endiguer l'expansion du communisme en Asie, mais aussi en Europe. Et oui, c'est là le coup de maître de Pignon. Il dit aux Américains en gros, messieurs, si vous affaiblissez la France en Indochine, vous l'affaiblissez aussi en Europe. Et une France affaiblie ne peut pas faire barrage au communisme en Europe. Et oui, tout est lié. La France utilise donc les peurs américaines du communisme pour assurer son maintien colonial sur l'Indochine. Du coup, alors que pour les mêmes raisons d'anticommunisme,
les États-Unis poussent les Néerlandais à céder le pouvoir aux nationalistes indonésiens, les mêmes causes produisant des effets différents, les Américains acceptent de fournir leur aide au protectorat quadripartite. Étant donné que Ho Chi Minh n'est plus une menace nationaliste contre l'ordre colonial, mais une pièce maîtresse de la menace communiste internationale, l'aide américaine va commencer à affluer au grand soulagement du haut commandement militaire qui a cruellement besoin d'assistance en matériel et en armement. Pour résumer, c'est un coup de maître la solution Bảo Đại de Pignon. Avec un volet conçu pour accéder aux vœux des nationalistes, la réunification des trois Qui, mais surtout deux volets pour pérenniser la présence française, à savoir l'instrumentalisation de la monarchie via le quadripartisme et l'obtention du soutien américain. Les efforts de Léon Pignon sont récompensés avec la signature le 8 mars 1949 des accords de l'Élysée, scellant la création de l'État associé du Vietnam. Dans la foulée, comme par enchantement, les obstacles constitutionnels français, autrefois insurmontables, qui bloquaient le rattachement de la Cochinchine au reste du Vietnam, disparaissent. Bảo Đại revient au pays et préside à la création officielle d'un Vietnam réunifié, mais, on l'a vu, encore loin d'être indépendant. La France étant responsable des prérogatives financières, commerciales, militaires et diplomatiques des trois États. Comme l'a écrit Lucien Baudard, je cite, « Le quadripartisme est le prolongement de l'Indochine sous une forme indirecte. » Fin de citation. Quelles en sont les conséquences alors pour les trois belligérants? D'abord, la France a sa solution Bảo Đại, et c'est ce qui compte à court terme. L'objectif a toujours été d'obtenir le soutien accru des États-Unis. L'historien Frédéric Locval rapporte ainsi que le texte de l'accord de l'Élysée est entre les mains de l'ambassadeur américain à Paris avant même d'arriver au palais Bourbon. Quant à la République démocratique du Vietnam de Ho Chi Minh, elle dénonce immédiatement l'accord et lance un mandat d'arrêt contre Bảo Đại, accusé de haute trahison. Ho Chi Minh déclare qu'il continuera la lutte jusqu'à l'indépendance totale. Soit dit en passant, au même moment, les communistes vietnamiens font un copier-coller des colonialistes français et étendent leur propre influence en Indochine. Ils organisent à l'époque des gouvernements de résistance au Laos et au Cambodge, le Pathet Lao et le Khmer Issarak. Et ils les associent donc dans la lutte pour l'indépendance. Du coup, en inscrivant leur conflit dans le cadre de l'Indochine, aussi bien la France que le Viet Minh créent les conditions pour que la guerre s'étende aussi au Cambodge et au Laos. Mais fermons la parenthèse et revenons aux accords de l'Élysée. Côté nationaliste non marxiste, l'accord ne déchaîne pas les foules. Certains le dénoncent même, comme notre vieil ami Ngo Dinh Diem, qui déclare, je cite, « Les aspirations des Vietnamiens ne seront satisfaites que lorsque notre nation obtiendra le même statut politique que l'Inde et le Pakistan. » Fin de citation. Le soutien populaire n'est donc pas au rendez-vous pour le régime de Bảo Đại. La RDVN garde toujours l'aura de son intransigeance héroïque. Bảo Đại, dans les déclarations, affirme apporter la paix, mais les Vietnamiens ne sont pas stupides. Ils voient bien que Bảo Đại n'en a pas les moyens militaires. Ils voient bien que la nouvelle armée de l'État associé du Vietnam
dépend entièrement de la France pour son armement, son matériel et son commandement. Et la conséquence de cette dépendance, c'est que cette armée va être obligée d'entrer dans la guerre aux côtés des Français. Baodaï et les nationalistes de la troisième voie vont donc récolter le déshonneur d'un conflit qui est amené à s'intensifier avec la victoire communiste en Chine et l'implication accrue des Américains. La victoire diplomatique française porte donc un autre coup dur aux nationalistes et à Baodaï. Ils n'ont obtenu qu'une indépendance de façade. Baodaï s'en rend compte dès qu'il débarque à Saigon et que le haut commissaire refuse de lui céder le palais Norodom, le siège du pouvoir au Vietnam. Hors de question que Baodaï ait pignon sur rue. Haha, ok, je sors. Très vite donc après son retour, Baodaï ne se fait plus aucune illusion sur son État et son indépendance. C'est le retour au protectorat, quoi. C'est une désillusion pour Baodaï et aux grandes dames des administrateurs français, il se lance dans une sorte de résistance passive et ne prend pas de part assez active à la vie politique vietnamienne. Mais aux grandes dames des nationalistes de la troisième force, il ne se lance pas non plus dans une croisade pour l'indépendance réelle, comme Norodom Sihanouk au Cambodge ou Mohamed V au Maroc quelques années plus tard. Et il est difficile d'expliquer cette apathie de Baodaï. Mais on va essayer quand même. Première piste, je l'ai trouvée chez Bui Diem, dans son ouvrage In the Jaws of History qu'on a déjà cité. Bui Diem est militant du Dai Viet à l'époque et c'est aussi le neveu du premier ministre de Baodaï en 1945, Kim. Diem raconte avoir essayé, avec des camarades de parti, de convaincre Baodaï d'aller au bras de fer avec les Français et de les menacer de démission s'ils ne lui accordent pas l'indépendance totale. Il rapporte que Baodaï a coupé court à l'audience qu'il lui accordait dès que le problème de l'indépendance ont été abordés. Bui Diem fait état de virements importants d'argent français sur les comptes offshore de l'empereur. Pour lui, il ne faut pas chercher plus loin les causes de la mollesse de Baodaï. Son train de vie princier dépend complètement de l'argent français et il ne peut mordre la main qui le nourrit. C'est possible. Mais en s'appuyant encore une fois sur les travaux de Christopher Gauchat, notamment ceux où il compare les monarchies coloniales cambodgiennes, marocaines et vietnamiennes dans la décolonisation de l'Empire français, on peut dégager quelques autres pistes. Premièrement, il manque à Baodaï un petit quelque chose pour s'imposer. Et ce petit quelque chose, Gauchat n'utilise pas le mot, mais c'est peut-être le charisme. Et c'est là une différence, par exemple, entre Norodom Sihanouk et Baodaï. Norodom Sihanouk a ce charisme. Et ce qui explique qu'il est au panthéon nationaliste cambodgien et que Baodaï se soit fait doubler par Ho Chi Minh et Ngo Dinh Diem. Baodaï est un introverti de nature. Et en plus, au contraire de Sihanouk, il a passé toutes ces années formatrices à parler non pas vietnamien avec son peuple, mais à parler français dans la bonne société parisienne. Il lui est donc difficile de tisser ce lien direct avec le peuple qui est propre au leader charismatique. Par contre, le charisme, ça, Ho Chi Minh sait faire. Rappelez-vous à l'épisode 5, la Révolution d'août,
alors qu'il n'est jusque-là pas très connu au Vietnam, il se met le public dans la poche dès le début de son discours du 2 septembre 1945 avec une simple question: est-ce que vous me comprenez, mes chers compatriotes? La deuxième piste, c'est que Gauchat montre aussi que Mohamed V au Maroc n'est pas un leader naturellement charismatique non plus. Mais au Maroc, au contraire du Vietnam, les nationalistes de l'Istiqlal se tournent vers le roi pour les aider à construire le mouvement indépendantiste. Au Vietnam, jamais cette idée ne traverse l'esprit de Ho Chi Minh et du Viet Minh. Et même les non-marxistes ne viennent à Bao Dai qu'en dernier recours en 1947. Et tout cela s'explique. Comme nous l'avons vu à l'épisode 3, le nationalisme vietnamien tourne très vite la page du monarchisme dès le début du XXe siècle avec les deux Phan, et encore plus dans les années 20 avec Ninh et les communistes. Quatrième point pour expliquer la mollesse de Bao Dai, c'est que Bao Dai a eu la malchance d'être vietnamien. Je m'explique. Si le Vietnam n'avait pas été si proche de la Chine communiste, peut-être que les Américains n'auraient pas soutenu le protectorat français et auraient mis au contraire la pression sur eux, comme ils l'ont fait sur les Hollandais en Indonésie. Bref, sur un autre territoire, et où une autre époque moins révolutionnaire que l'après-guerre au Vietnam, un souverain avec les mêmes attributs que Bao Dai aurait pu sortir son épingle du jeu. Mais dans le Vietnam de l'après-Deuxième Guerre mondiale, Bao Dai n'avait ni le charisme d'un Ho Chi Minh ou d'un Rodom Sihanouk, ni la pugnacité d'un Ngo Dinh Diem, sans parler de la pression combinée de la France et des États-Unis sur l'État associé du Vietnam. On va s'arrêter là cette semaine, et la semaine prochaine, nous prolongerons notre étude de cette année 1949, charnière dans le conflit entre la France et le Vietnam. En 1949, après des années d'échecs diplomatiques, la RDVN va marquer des points avec la proclamation de la République populaire de Chine. Du coup, cette guerre coloniale franco-vietnamienne, née de la volonté farouche de la France de récupérer son empire, et de la détermination des Vietnamiens à voler de leurs propres ailes, cette guerre va se transformer en un conflit à plus haute intensité avec l'entrée en jeu des grandes puissances. D'ici là, je vous remercie encore de votre fidélité. Portez-vous bien et salut hein! Jackie.